Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Page africaine. Nous sommes à l'Institut français de Bamako, un institut de formation, d'éducation, surtout de recherche à travers la médiathèque. Un institut où les élèves et étudiants du Mali peuvent réellement fréquenter pour s'enrichir, n'est-ce pas, de la culture occidentale et surtout de la culture malienne. Quoi de plus normal, chers téléspectateurs, que de recevoir de cet institut, n'est-ce pas, le bibliothécaire, M. Ousmane Diarra, notre invité du jour. M. Diarra, bonjour et bienvenue sur le plateau des Pages africaines. Bonjour, M. Sissoko. M. Diarra est auteur de plusieurs ouvrages, dont Vieux lézard, Pagne de femme et La route des clameurs. La route des clameurs, c'est cet ouvrage qui fera, n'est-ce pas, l'objet de notre débat d'aujourd'hui, de notre échange d'aujourd'hui. Monsieur Diarra, pourquoi la route des clameurs? Qui sont ces clameurs? Merci, Monsieur Sissoko. Le titre vient d'une partie du roman où le jeune narrateur et son père se retrouvent à l'au-delà, et à un endroit où il y a deux routes, à l'angle de deux grandes routes. À gauche, c'est la route des délices éternelles, et à droite, c'est la route des clameurs, parce que de là, il voit des gens, hommes et femmes, projetés dans le feu, dans le ciel qui retombent, etc., etc. Donc là, ça vient de là. Le titre vient de là. Alors, qu'est-ce qu'il clame? Il crie des douleurs. Il crie des douleurs de souffrance. Alors, cette souffrance, nous savons que cette souffrance est partie, n'est-ce pas, d'une histoire. Alors, cette histoire, c'est-à-dire, en parcourant le roman, on se rend compte que l'arrivée de la djihad, n'est-ce pas, que beaucoup de pays ont connu, vous retracez, n'est-ce pas, l'histoire de ce jeune avec son papa à travers l'arrivée de la djihad dans leur pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous rapporter, partager avec nos téléspectateurs par rapport à cette histoire? Bon, merci beaucoup. Cette histoire, ce roman, je l'ai écrit dans la douleur, après l'occupation des deux tiers du territoire. Et surtout quand j'ai vu sur internet, parce qu'il commettait ces crimes et il mettait ça sur le net, quand j'ai vu une jeune femme sous les fouets, et il y a la foule, y compris ses parents bien sûr, et je vois des hommes en colère qui se détournent et qui pleurent. Là, en plus des exécutions, c'est la pire humiliation. Je ne peux pas accepter d'assister à la flagellation de ma soeur. Vivant, je ne peux pas le faire. Donc, je ne dormais pas, j'avoue, je ne dormais pas. Pas du tout. J'avais des cauchemars. Donc c'est cette révolte, cette colère qui m'a conduit à écrire le roman La route des clameurs. Et si j'ai fait d'un jeune homme, un jeune garçon du moins, un enfant, mon narrateur, c'était parce que la naïveté apparente d'un enfant est plus clairvoyante que la raison d'un adulte, parce que l'enfant trouve incroyable, impossible ce qu'il a vu, parce que lui-même, le calife Mabou Mabadi Fifi Ranson Qatar Ibn Ahmad al-Morbidon a pris en otage son père et sa mère. Veut obliger son père, qui est un grand artiste connu internationalement, sur le plan international, et qui est son promotion, son condisciple au lycée, du même calife. Quand donc il arrive à prendre Mabala, qui n'est autre que Bamako, et il prend Kalakata, le palais de Kalakata, qui n'est autre que le palais de Koulouba, et s'y installe.
Donc il veut réduire par tous les moyens ce papa rebelle, son camarade rebelle, son condisciple rebelle qui refuse de se soumettre à lui. Parce qu'il le sait, le vieil artiste, il le dit, c'est un cancre. C'était le plus cancre de la classe. Donc tout ce que ce faux calife faisait, c'est de l'affabulation. Mais il veut, comme voulait le jeune grand frère s'engage dans le djihad, le premier. Son frère n'avait pas compris, le narrateur. Mais lui-même a fini par se comprendre, c'était pour mieux voir les horreurs que ces gens commettaient. Mais c'était pour aussi protéger son père. Parce que dans le roman, vous verrez partout, il dit mon papa, il y a une telle affection entre les deux. Voilà un peu. Alors, nous nous sommes permis de se promener entre les pages, n'est-ce pas, de cet ouvrage que nous trouvons très très magnifique, et nous invitons les téléspectateurs à se procurer, n'est-ce pas, de cet ouvrage, La Route des Clameurs. Alors, vous dites dans ce passage, la saison des gamins imams, pendant que le président de notre République, très malade, tentait de parlementer fort et tout seul dans le vide de son palais déserté par les mannes de nos ancêtres, les gamins imams de nouvelles mosquées au service du calife Mabou Maba d'Ifiéfié Rançon, Qatar ibn Ahmad al-Morbidon, travaillaient patiemment à saper nos âmes authentiques pour prendre le contrôle de nos consciences déjà gravement affectées par l'ignorance, la mère des violences. Alors, vous trouvez que l'ignorance est la mère de toutes les violences? Absolument, je pense que l'ignorance c'est la mère de toutes les violences. Quand on ne sait pas, on n'est pas ouvert au monde, on n'a pas ouvert aux autres cultures, on n'a pas étudié, lu les livres d'histoire, il ne s'agit même pas d'être historien professionnel, lu les livres d'histoire de différents pays du monde, l'histoire des religions, etc., etc., on est totalement ignorant et manipulable. Parce que on peut vous embargarder et on peut le système de ces gens dont je parle, il procède comment? Il procède par un décervelage de ceux qui vont utiliser, un lavage de cerveau, et il remplace il tue tout ce qu'ils avaient, tout ce qui les rattachait à leurs racines, tout symbole de culture, histoire, vous renaissez à la vie et vous nous suivez, sinon vous irez en enfer. Donc l'ignorance est là, ils ne voient plus rien. Même leur propre histoire, ils renient leur propre histoire, ils renient leur propre culture. Et ils sont prêts, vous êtes mon frère, comme on le dit ici, même père, même mère, si je suis dans leur camp, je suis capable de te tuer parce que tu refuses de me suivre. Parce que je deviens un coffre. Donc voilà, parce que tu deviens comme c'est dedans. Ça ne peut passer dans un pays que à cause de l'ignorance. Mais est-ce que quelque part il n'y a pas la volonté politique aussi qui facilite certaines exactions de la sorte? Aujourd'hui, on ne peut pas dire par exemple que le cas du Mali soit tout à fait toujours lié à l'ignorance. L'arrivée de ces gens-là au Mali, il y avait carrément un problème politique, M. Diarra. Vous ne trouvez pas? Il y avait un problème politique, mais l'implantation des gamins imams a précédé ce problème politique. Ça a pris des dizaines d'années. Toujours, c'est le laisser-aller du politique. Ça a pris des dizaines d'années. La parole politique, la parole religieuse a remplacé la parole politique. Donc l'islamisation de la politique. L'islamisation de la politique. C'est-à-dire les politiques ont fui leurs responsabilités. L'État, c'est clair, c'est net. L'État est séparé de la religion. Mais quand les hommes politiques, ceux qui aspirent à prendre le pouvoir, s'appuient sur des religieux, la plupart du tout pas très sains, pour prendre le pouvoir, ils sont obligés de laisser
certaines choses, c'est faire sur la multiplication des prêcheurs. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis au Mali, je n'ai jamais vu autant de shérifs, je n'ai jamais vu autant de ceci, de cela. Ils ont laissé faire. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'islam, mais ce qui se passe, ce n'est pas l'islam. On se sert de l'islam, mais ce n'est pas l'islam. On se sert de l'islam pour nous recoloniser. Les gens oublient ça. C'est une recolonisation en cours. La colonisation arabe? La colonisation, je ne peux pas dire arabe parce que nous avons des arabes maliens. Mais la colonisation de l'Arabie, des Arabies du Golfe, des Arabes du Golfe. Et c'est pas seulement chez nous. Le Qatar? Qatar, Arabie Saoudite, etc. Vous faites cas de la rançon du Qatar à travers le nom même du calife. Oui, parce que c'est eux qui financent allez-y à Niamana, par exemple, dans ce quartier-là, dans une à 50 ou plutôt 200 mètres, vous pouvez voir 5 mosquées, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, il faut construire des maternités, il faut construire des écoles, il faut construire des universités, qu'on nous soutienne dans ça. Donc vous disiez que 10 ans bien avant 2012, l'année fatidique, il y avait déjà l'arrivée des imams, des gamins imams missionnaires. Absolument, la démocratie malienne a beaucoup plus profité aux pécheurs en eau trouble qu'au peuple. Ça a beaucoup plus servi et je vais te dire les crapules, parce qu'il le dit que de vrais hommes politiques capables de transformer le destin, positivement le destin du pays, de construire le pays. Et je n'arrête pas de le dire, tous ceux qui cherchent à prendre le pouvoir pour le pouvoir, ils peuvent le prendre, mais qu'ils n'oublient pas que dans notre histoire millénaire, il y a des milliers de souverains dont les noms sont inconnus. Donc, des souverains, empereurs ou présidents, parenthèse. Empereur ou roi, parenthèse. Il va y avoir des présidents, parenthèse, dont l'histoire ne va pas retenir le nom. Donc, le pouvoir pour le pouvoir, c'est totalement absurde. Et si c'est pour eux un moyen de s'immortaliser, ils perdent leur temps. Parce que la dynastie ou les dynasties des pharaons, ça a duré des milliers d'années. Mais que reste-t-il de ça? Les pyramides. Donc la meilleure façon, je n'ai rien contre les pharaons, mais la meilleure façon pour moi de s'immortaliser, c'est de laisser quelque chose, de construire le pays, de laisser une trace dans le mental, la tête du peuple, positif, qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas seulement pendant 10 ans où on parle de tas, tel président, le président Diarra a fait ça, le président Diarra s'est déplacé. Ce n'est pas comme ça. Et je termine par cette partie. Je vois pendant que il y a des massacres, on tue la population civile, on tue les militaires au nord, dans la région de Ségou, de Mopti, etc. Il y a des chaînes de télé, j'ai vu, et ça m'a révolté, qui diffusent des scènes, puis ils disent de l'histoire, de l'islam, extrêmement violente. On a l'impression que les gens ne font pas le lien. Parce que quand la population voit ça, et regarde ça, et écoute la traduction en bambara, ça pousse à quoi? Et la population qui ne connaît pas l'histoire des régions, qui ne connaît pas, et surtout ces choses qui ne passent pas chez nous, ça les pousse à donner raison aux terroristes. Donc il y a un travail mental en dessous qui continue et qui est entrepris par les gamins imams. Quand je dis gamins imams,
Il s'agit d'imams autoproclamés, incultes en islam et incultes dans nos propres cultures. Et qui sont projetés au devant de la scène. Et c'est eux qui font ces manipulations-là. Oui, vous faites cas aussi de cette partie où vous parlez, n'est-ce pas, de l'apprivoisement de ces gens par les radios privées, les chaînes de télévision, pour mieux saper l'esprit des citoyens. Aujourd'hui, on assiste, n'est-ce pas, à la prolifération des chaînes de télévision où chacun, n'est-ce pas, que même les religieux aujourd'hui ont leur propre télé. Est-ce que vous pensez que cette politique de libéralisation médiatique va souvent à l'encontre, n'est-ce pas, sinon encourage ou favorise certains états de fait par rapport au djihad ou par rapport à cette au terrorisme. Je préfère même le mot terrorisme que le mot djihad, parce que, en tout cas, d'après tout ce que j'ai entendu et lu, le djihad, ça se fait contre soi-même. C'est-à-dire se faire mal pour éviter de faire du mal aux autres. Le vrai djihad, c'est faire contre soi. Accepter la faim en partageant ce qu'on a avec le pauvre. Accepter de soigner le malade. Éviter de faire du mal aux autres par ambition, par cupidité, etc. etc. C'est ça, le vrai djihad. Mais celui que nous vivons, aller égorger les innocents, tuer les chefs de famille, tuer les imams, ça c'est le terrorisme. Hommes, oui. Et c'est la recolonisation. C'est comme ça, c'est le nazisme. Je n'appelle pas ça le djihad. Et si, c'est pourquoi je faisais le parallèle, si des chaînes privées diffusent des films qui racontent les choses du XVIIe siècle, qui se passent ailleurs d'ailleurs, on le voit, extrêmement violent, qu'est-ce que la population va penser? Ah, peut-être ces gens ont-ils raison. C'est ça le danger. Je me souviens avoir écrit en 98 un festival des ondes de la liberté. Je me souviens du titre. J'ai écrit festival des ondes de la liberté, les radios privées moins d'épanouissement ou d'abêtissement du peuple. Ça c'est en 98, point d'interrogation. J'ai développé qui, si on ne fait pas attention, ces outils normalement sur lesquels la démocratie doit s'appuyer peuvent se retourner contre elle. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le constat est là. Vous pensez que, à travers déjà la signature de l'accord, à travers aujourd'hui la mise en place de gouvernements mixtes, vous pensez qu'il y a un début d'espoir? Je le souhaite de tout cœur, parce que je l'ai dit devant des étudiants à l'université du Maroc. Je prends toujours cette anecdote. Ils m'ont dit, c'est flatteur, hein, quand il y a 1000 poètes dans tel pays, je ne vais pas dire le nom du pays, mais quand un écrivain malien parle, c'est comme toute l'Afrique qui parle. Ils m'ont dit ça. Je leur ai répondu, parce que le Mali est un creuset de peuple. Notre richesse est là. Un creuset de peuple. Nous avons tous les peuples, noirs, blancs, entre guillemets. C'est toute cette civilisation-là. C'est pourquoi je dis que nous sommes une civilisation. Avant tout, nous sommes une civilisation solide. Et la force de cette civilisation, ça vient de la diversité
des communautés. Si les communautés, même aujourd'hui, si les leaders armés, les groupes armés et le gouvernement se mettent d'accord pour mettre en place une armée malienne unifiée, dans la franchise, pour éviter les roublardises, mais unifiée, nous deviendrons la première puissance de la sous-région. Donc tout est là. C'est une question de bonne volonté de part et d'autre. Des politiques. Des politiques et aussi des leaders des groupes armés. Il ne faut pas que notre pays devienne un marché du crime. Nous l'avons reçu comme pays pacifique. On pouvait vivre jusqu'à l'âge de 50 ans sans avoir vu une seule fois une mort violente. Une personne morte de mort violente, c'est-à-dire tuée. Aujourd'hui, tuer est devenu banal. Ça, c'est pas malien. Ce n'est pas malien, donc il faut que chacun soit sincère. Et la violence, ça a été dit depuis longtemps, qui triomphe par l'épée, périt par l'épée. La violence n'engendre que la violence. Et la victoire dans une guerre fratricide, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. C'est de l'autodestruction. Nous sommes en train de détruire notre pays, et si nous nous autodétruisons, d'autres vont venir occuper nos terres. D'autres sont là déjà. Nous avons les Chinois dans nos murs. Nous avons. Non, ils sont pacifiques. Ils sont pacifiques. Ceux qui vont occuper nos terres, ils vont les prendre. Les Chinois le font dans un cadre, on peut dire, légal. Hein. Mais ceux qui le font par la violence, c'est eux les vrais occupants. C'est eux les colonisateurs, nos nouveaux colonisateurs. Et ils le feront sans pitié. Nous deviendrons des esclaves, les survivants d'entre nous. Je ne le souhaite pas pour notre pays, ni pour le reste de l'Afrique, ni pour aucun pays au monde, ni pour aucun peuple. Alors, vous pensez aujourd'hui, comme dernière question, vous pensez aujourd'hui que pour mettre fin réellement à tout ça, nous devons retourner à nos valeurs ancestrales? Oui, retourner à nos valeurs, c'est la sincérité. Il faut être franc entre nous. Il faut aussi renouer à nos valeurs positives, ancestrales positives. Valeurs de dialogue, valeurs de résoudre les différends par le dialogue, éviter par tous les moyens d'arriver à l'affrontement sanglant. Je pense que c'est une conviction pour moi. Tout le Mali, du nord au sud, nous sommes frères et sœurs. Nous devons, ce qui s'est passé est passé, ça nous a échappé. On peut, les Japonais disent, il y a un proverbe japonais qui dit, la vie c'est de tomber 7 fois et de se relever 8. Nous sommes tombés 7 fois, il faut que nous relevions 8 pour ne plus tomber. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, nous étions avec notre invité, M. Ousmane Diarra, bibliothécaire de l'Institut français. La vie, c'est qu'il faut tomber 7 fois et se relever 8 fois à travers, d'après ce proverbe japonais, Dixit, notre invité. Quoi de plus normal que de clôturer, n'est-ce pas, cette émission avec, n'est-ce pas, ce adage japonais. Merci d'avoir suivi la présente émission et à la prochaine.